Bienvenue sur Bordeaux Stories. Je suis Hugo et je vous emmène avec moi à la rencontre des acteurs et personnalités qui réveillent la belle endormie. C'est très difficile à Bordeaux d'être innovant. Un consommateur, je crois, passe 3 fois plus de temps dans le rayon vin que dans n'importe quel autre rayon en grande distribution. Si vous buvez notre vin, vous serez le plus heureux des hommes, tu vois, c'est impossible. En France, on a quand même une consommation assez traditionnelle du produit. On consomme moins, mais on consomme un peu mieux, cher, parce que le consommateur attend de Bordeaux encore un peu de tradition. Un dernier verre de rouge avant de prendre la route, tu vois, ce genre de truc. Jordan a travaillé presque 10 ans pour un grand producteur négociant de Bordeaux. Et il a la particularité de très bien connaître une face moins connue de l'univers du vin, celle du vin de négoce. Tout le monde connaît le vin de château, avec la belle représentation du domaine sur l'étiquette, mais nous, on explore le domaine des négociants, ces personnes qui assemblent différents vins de producteurs derrière des marques plus ou moins connues, comme Baron de l'Estac ou Mouton Cadet. Fabrication, importance de l'étiquette, les paramètres qui vous influent, vous consommateurs, mais aussi les grands succès, les échecs, bref, on a balayé plein de sujets. Je vous laisse donc découvrir tout de suite cet entretien passionnant avec Jordan, ponctué d'anecdotes. Allez, santé, c'est parti! On est prêt, Jordan? On est prêt, Hugo. Très bien. Bonjour Jordan. Bonjour Hugo. Et merci de te rendre disponible pour plaisir. ce petit échange Bordeaux Stories. On va parler vin avec toi aujourd'hui, puisque tu as un passif de quelques années, je crois, dans le milieu. J'ai travaillé 10 ans chez un producteur négociant, une dizaine d'années. Ok, donc ça nous met... voilà, ça pose le thème déjà, ça pose le débat. On va faire ça en 3 parties, avec un démarrage, une petite présentation, justement pour replanter un peu le décor. Jordan, ton âge Alors j'ai 33 ans. et ton métier actuel? Aujourd'hui, je travaille avec ma femme qui a une marque de bijoux, donc on est associés. Ok, donc on a changé petit virage à 180. D'horizon. Le Covid a joué, m'a donné envie de faire autre chose. Ok, Si on résume, si on schématise. ça va, content de cette nouvelle aventure? Ouais, ça se passe plutôt bien. En fait, c'est une marque qu'elle a créée il y a 3 ans. C'est une marque de bijoux fantasy qu'elle fait à la main, elle imagine toutes les collections, elle les produit, elle les vend. Et en fait, c'est pas une vraie commerciale dans l'âme, elle avait besoin de quelqu'un pour l'accompagner sur cette partie commerciale. Donc moi, j'ai rejoint l'aventure il y a à peu près 1 an et demi pour l'aider justement à développer la marque. Ok, et vous bossez donc tous les deux sur le projet. Tu peux citer le nom? Ouais, la marque s'appelle Chloralis. Donc on bosse tous les deux, on travaille de la maison. L'atelier, là où elle produit, c'est dans la maison. On est en couple, on vit ensemble, on travaille ensemble, on est tout le temps ensemble, quoi. Et ça se passe bien, Et ça ça va. se passe plutôt bien, on arrive on se connaît un petit peu, ça fait longtemps qu'on est ensemble. Ça aide. Ok. Ça aide et on arrive chacun à avoir nos espaces, nos moments où on travaille de notre côté et ça fonctionne bien. Eh ben, c'est une belle digression pour Ouais. commencer. Toi, t'es originaire de Bordeaux. De Bordeaux, à la base. T'as toujours bossé et vécu à Ouais. Bordeaux. Ouais, j'ai mes parents, je suis né à Paris, mais mes parents ont déménagé à Bordeaux quand j'étais tout bébé, donc je me sens bordelais. J'ai grandi en banlieue bordelaise, entre Cestas et Gradignan, en gros. Ok. Et j'ai fait mes études à Bordeaux, je suis resté à Bordeaux puisque j'ai travaillé longtemps dans le vin et puis j'ai eu quelques opportunités ici. Ok. On est quand même sur une terre de vin, donc c'était assez Un facile. peu, ouais. J'ai plein de copains qui sont partis travailler à Paris après leurs études, mais qui sont revenus à Bordeaux, donc maintenant j'ai plus de raison de repartir dans une autre ville, Ok, on est bien. pour l'instant. Vous habitez où, là plus précisément, par curiosité? On habite dans le quartier Fond-d'Odège, Ok. qui est assez central, qui était un quartier un peu délaissé de Bordeaux, qui était moins à la mode il y a quelques années. Et ils ont... C'est quoi, tu te souviens justement à l'époque étudiante, c'est Ouais, ça? ouais, c'est ça. Il y a 10 ou 15 ans, ça fait bizarre de dire ça, mais il y a 15 ans, je pense que j'y allais pas trop parce qu'il y avait pas grand-chose à faire dans ce quartier, qui était un peu le quartier entre les Chartrons, entre Saint-Pierre, il y avait pas grand-chose à faire. Et depuis que le tramway est arrivé sur la rue Fond-d'Odège, ça a un peu redynamisé le quartier. Il y a plein de commerçants, c'est très agréable d'y vivre maintenant. Ok, donc si tu devais faire la promo un peu de Fond-d'Odège, toi c'est pour ça, c'est le côté central et le côté animé, là, c'est ça? Exactement, c'est ça. Je trouve que t'es vraiment dans le centre. Enfin, t'es pas dans le centre historique, t'habites pas dans le quartier Saint-Pierre ou dans le Triangle d'Or, mais par contre t'es proche de tout. Il y a une vraie vie de quartier qui est très très agréable aujourd'hui que t'avais pas il y a 5 ans. Clairement, ça a bien changé. Ok, bon, ça peut donner des billes à des gens qui souhaiteraient avoir quelques idées L'immobilier est cher, mais ça peut inspirer, ouais. pour une future installation. C'est ça. Du coup, on va basculer sur le sujet qui nous intéresse, Ouais. donc le vin. Toi, tu as bossé pendant plusieurs années pour un producteur négociant. C'est ça.
Donc t'as bossé quoi, un peu plus de 10 ans? Non, j'ai travaillé 9 ans, si on est précis, donc une dizaine d'années. Je suis rentré en étant étudiant. J'ai fait un master, le master management des vins et spiritueux à Ketch, qui était en D'accord, ok. alternance. Donc là, on est en Donc post-bac, ça directement, c'est non, ça? non, d'abord fait une école de commerce en 4 ans. J'ai fait l'INSEC, c'était le programme post-bac. À Bordeaux. À Bordeaux, ouais. Et je me suis spécialisé en vin en Master 2, donc à Kedge sur ce Master, qui était en alternance. Et du coup, je suis rentré en alternance chez ce producteur pendant tout mon Master 2. Mhm. Ensuite, il m'a embauché, donc j'ai commencé vraiment à travailler avec lui en 2014 en gros. Et si je dois faire le parcours, en gros, je suis resté 5 ans sur un poste de chef de produit. Ouais. Et ensuite, j'ai évolué sur d'autres postes. D'abord, un poste de responsable trade marketing, donc plus terrain, un peu plus dans le sens du commerce, pour finir sur un poste purement commercial sur la France. Et au démarrage, quand tu rentres du coup chez ce producteur négociant, t'es à quel poste? À quel niveau est-ce qu'ils te font confiance? Je rentre en bas de l'échelle dans l'équipe marketing sur un poste d'assistant chef de produit. Donc en fait, assistant chef de produit, tu travailles sur des projets de lancement de marque, en imaginant qu'il y a au-dessus de toi un chef de produit, un ou une chef de groupe et encore au-dessus un directeur marketing. Donc c'est une organisation assez importante pour une équipe marketing dans le vin. Mhm. Il y a peu, en tout cas à Bordeaux, d'entreprises qui ont, comme c'était le Autant cas, de monde, autant de monde, une dizaine de personnes en marketing. Ça montre aussi un certain dynamisme, une entreprise qui a envie d'aller vers... Qui se donne les moyens, quoi. Ouais, qui se donne les moyens, qui innove et qui a beaucoup de projets. Donc ça, c'était assez stimulant et surtout, c'est une entreprise qui qui donne la chance à des jeunes comme moi à l'époque de progresser, puisque j'y suis resté 9 ans et j'en ai toujours été très content de ces 9 années d'expérience, quoi. Très concrètement, au début, tu fais quoi, du coup, avec quand cette tu es casquette-là? assistant chef de produit, au départ, si tu veux, quand tu travailles dans une équipe marketing dans le vin, ton job, c'est de gérer entre guillemets, un portefeuille de marque. Ok. Donc, dans mon cas, je travaillais sur les vins de Bordeaux. Il y avait à peu près une centaine d'étiquettes, c'est comme ça qu'on l'appelle. Donc, Donc une marque, on appelle ça une étiquette. Ouais. Alors, une marque, par exemple, je sais pas, une marque comme Baron de l'Estac peut avoir plusieurs étiquettes. Parce que tu as un Baron de l'Estac rouge, un blanc, un rosé. D'accord. Si on schématise, il y a 3 étiquettes Baron de l'Estac. Donc, la marque, c'est Baron de l'Estac. Et il peut y avoir plusieurs déclinaisons sous la même marque. Ok. Là, c'est un exemple avec 3 produits, mais il peut y en avoir une cinquantaine, si tu veux. C'est pas D'accord. forcément que, d'ailleurs, Ouais, la rouge, couleur du rosé. vin. Ça peut Ouais. être une marque en appellation Saint-Émilion, mais qui existe aussi en appellation Pauillac. Et tu peux avoir 30 appellations différentes. Ok. Donc, nous, ce qu'on appelle étiquette, c'est vraiment un produit différent. Par exemple, une marque en appellation Saint-Émilion, en rouge, c'est une étiquette, tu vois. Ok. Et une marque en appellation Bordeaux, en blanc, c'est une autre étiquette. Ok. Donc en fait, tu gères tout un portefeuille de produits et ton job, c'est de fournir aux équipes commerciales déjà tous les argumentaires, tous les documents, tout le contenu. Donc tu crées en fait un univers de marque propre à chaque étiquette, quoi. Exactement. Ouais, tu crées ça. Donc tu as toute la documentation technique à fournir, donc ça prend du temps et c'est souvent les assistants chefs de produit qui réalisent ça. Donc tu écris des fiches techniques. C'est la composition du vin, par exemple, c'est ça? Ouais, tu parles de sujets très techniques comme la compo du vin, la façon dont il a été fait. Et ensuite, tu rédiges aussi, tu imagines un univers de marque. Donc là, c'est plus subjectif. Tu construis un univers autour de ta marque. Il y a des marques qui vont avoir un univers plus travaillé, les marques fortes qui sont présentes beaucoup dans le commerce, et d'autres qui sont vendues moins cher, des entrées de gamme où tu n'as pas besoin réellement de travailler un univers, puisque leur argument principal pour un consommateur, ce sera le prix. Ok. Donc, si tu cherches à faire une marque premium, donc qui va se vendre à un certain prix, tu as un intérêt à construire un univers pour donner envie au consommateur de l'acheter. Ouais. Tu pousses, on va dire, un peu tu pousses le curseur, quoi. Ouais, tu vas développer beaucoup de choses pour rendre cette image riche, travaillée. Bien sûr. Et ça, c'est le cas dans tous les produits en grande distribution. Si tu achètes la marque Flamby, tu vas te rendre compte que Flamby, c'est un très mauvais exemple, mais c'est celui qui me vient comme ça. Flamby va dépenser de l'argent en communication, va faire des pubs télé, va être présent sur des outils d'aide à la vente en magasin. Donc tu vas le voir en tête de gondole, tu vas le voir de différentes manières. Donc ça, c'est de l'argent, c'est un budget dépensé, donc il y a toute une stratégie qui est montée autour de ça. A contrario, la marque de distributeur qui fait du faux Flamby, alors je ne le connais pas, mais la MDD ou la marque Pouce qui va te faire un équivalent de Flamby, il n'y aura pas toutes ces stratégies, toutes ces dépenses en publicité, en présence sur le lieu de vente.
parce que leur stratégie, c'est juste de rentrer par le prix, si tu veux. Ouais, d'être simple et accessible, quoi, Exactement. finalement. Et donc, ils savent que leur meilleur argument, c'est d'être pas cher, moins cher que le vrai Flamby. Et ils n'ont pas besoin d'en faire plus, ils n'ont pas besoin de construire un univers autour pour que le consommateur achète. Donc si on force un petit peu le trait, je veux dire, la stratégie est un petit peu similaire sur le vin. En tout cas, c'est un peu, tu moi je peux travaillais appliquer. sur là je parle de grande distribution, je rentre dans le vif du sujet, mais il y a différents moyens, lieux pour vendre du vin. Les marques sur lesquelles je travaillais, nous on était présents à 80% ou 85%, même des fois un peu plus en grande distribution. Donc clairement on réfléchissait comme des marques de grande distribution, pas forcément comme Flamby, mais en tout cas il y avait les mêmes stratégies qui étaient construites autour. Et construire un univers de marque, c'est faire en sorte que ton produit soit connu, compris par les consommateurs, et lui donner confiance, lui donner envie d'acheter un produit un peu plus cher, et il sait pourquoi il achète un peu plus cher. Et ça va être quoi, si tu as 2-3 exemples à donner, tu vois, les choses qui vont te permettre, tangibles, qui vont te permettre de construire cet univers de marque? En fait, il y a vraiment différents moyens, ça va dépendre déjà des pays sur lesquels tu commercialises ton vin. Si on se concentre sur la France, qui était notre marché principal, je pense que une des problématiques du vin pour le consommateur, c'est que quand il se rend dans le rayon vin, il est clairement perdu. Ah bah c'est le choix à l'étiquette. Voilà. En fait, et ça il y a des études qui en parlent avec énormément de précision. Je vais pas te donner de chiffres, faut pas dire de bêtises, mais aujourd'hui c'est le rayon dans lequel le consommateur est le plus perdu. C'est aussi un des rayons dans lequel il y a le plus de choix. Donc si je me retrouve dans tes propos. Ouais, mais tous les consommateurs, qu'ils soient novices ou experts, c'est un rayon où vraiment on passe du temps. Oui, d'ailleurs, ça c'est une information très précise. Un consommateur, je crois, passe 3 fois plus de temps dans le rayon vin que dans n'importe quel autre rayon en grande distribution. Ok. Parce que c'est beaucoup plus facile de choisir de l'essuie-tout que. Ah bah oui, vin, ouais. Quoi. Ouais, surtout que le vin, en fait, tu choisis pas uniquement que par le prix, tu choisis aussi l'appellation, tu vas t'intéresser aux médailles que tu peux avoir sur une étiquette, aux récompenses. Et du coup, pourquoi je disais ça ? Donc la composante, en fait, sur quoi tu joues pour développer un univers de marque ? Ouais, bah en fait, si j'expliquais ça, c'est qu'en gros, il y a vraiment du travail à faire sur, entre guillemets, l'éducation du consommateur pour lui donner envie d'acheter ton produit. Ça, c'est vraiment la base. C'est pour ça que tu vas régulièrement trouver en GD, en grande distribution, des stands de dégustation autour du rayon vin. Donc nous, par exemple, on mettait en place des dégustations dans le rayon, si tu veux, pour clairement faire goûter le produit au consommateur, et en profiter pour lui expliquer quelques notions sur le vin et lui donner envie d'acheter. Donc ça, c'est la base, mais c'est hyper utile. Après, tu peux faire des choses aussi moins coûteuses, comme de la PLV, en fait, publicité sur le lieu de vente. Donc tu vas imprimer des totems, des têtes de gondole, des réglettes que tu fixes sur des rayons pour attirer l'œil du consommateur. Ça, c'est plus de la stratégie GD appliquée à toutes les marques. Ouais. Trouver un moyen d'attirer l'œil, tu vois. Tu casses la dynamique du rayon en mettant une petite... En attirant l'attention. Une petite marche sur ton étagère qui fait que ton consommateur il va être un peu plus attiré. Et au-delà de ça aussi, l'étiquette, c'est quand même ta clé d'entrée au-delà du prix. Donc il y a vraiment un travail, en tout cas dans l'entreprise dans laquelle je travaillais, qui était fait sur les étiquettes. Pour se démarquer, pour avoir une notion de premium, de qualité. Okay. Et globalement, des marques sur lesquelles je travaillais pouvaient changer d'étiquette ou faire évoluer les étiquettes tous les 3-4 ans. Et ça va être quoi les grands codes ? C'est quoi le code d'une étiquette, on va dire premium, et ça va être quoi le code d'une étiquette un peu low cost ? Pareil, si tu caricatures un peu le truc. Il y a plusieurs clés d'entrée. Et ça, encore une fois, là, je peux te parler de la France, mais ça va dépendre aussi beaucoup des pays. En France, on va beaucoup être attiré par la couleur de fond de l'étiquette. Il y a énormément d'étiquettes qui sont blanches, dans les vins de Bordeaux en tout cas. Oui. Si tu commences à utiliser des couleurs, tu prends un risque, mais tu peux te démarquer. Nous, on avait une étiquette qui était blanche, et quand j'ai travaillé sur une des marques, elle est passée noire, entièrement, enfin fond noir, et ça, c'était un changement assez radical qui a porté ses fruits, puisque ça a aidé les ventes en gros. Ça peut paraître hyper basique, mais dans un je dirais que ça modernise, perception modernise. Très perso, tu vois, mais c'est vrai que le fond blanc, c'est l'étiquette très traditionnelle, avec le château, la représentation du château. Ouais. Et puis l'étiquette noire que tu vois sur les vins beaucoup plus jeunes, entre guillemets, récents. Je sais pas si si c'est ça, mais c'est plus travaillé. Alors c'est un sujet, le fond de l'étiquette. Après tu vas avoir ton logo ou ta représentation de château ou d'autres qui a son intérêt. Évidemment l'appellation.
Le millésime va aussi avoir son importance, même si en GD, c'est pas ce qui est le plus regardé. Et tu vas avoir beaucoup de vins qui sont sur des millésimes récents. Le millésime a plus son importance sur un vin blanc ou un rosé, où le consommateur va chercher le plus récent, en fait. Parce qu'il se dit, c'est le plus jeune, le plus prêt à boire, le plus facile. Il y a cette réflexion-là, côté consommateur, sur le blanc, le rosé, où on se dit... Sur le millésime, et d'ailleurs, il y a énormément de critères, mais si on se concentre sur les vins blancs et rosés, la couleur du vin, en fait, du jus, comme ça qu'on l'appelle, a son importance, notamment sur les rosés, où il y a quelques années, on va dire il y a une quinzaine d'années, il y avait énormément de rosés assez foncés, un peu fuchsia vendus, si tu veux. C'était la façon dont on les produisait. Et puis, il y a eu une grosse tendance, il y a une bonne dizaine d'années, sur les rosés de Provence, du sud de la France, qui étaient plus légers. Le bon rosé piscine. Ouais, exactement, ouais. Beaucoup plus léger, une couleur beaucoup plus pâle, en fait, si tu veux. Et énormément de marques se sont mis à suivre cette tendance et à produire des rosés beaucoup plus clairs parce qu'ils se rendaient compte que ça vendait plus, quoi. Ok. Et donc là, ça a vraiment été le cas où c'est la production qui s'adapte en fait. Ouais. Et on l'explique justement cette nouvelle perception du consommateur ou pas? Vous avez des. La couleur, quand on le questionne, est synonyme de fraîcheur en fait, de légèreté. Ok. Et si tu veux, ça va avec les tendances de consommation où on essaie de consommer moins lourd. Je pense que peut-être que j'ai des bêtises, mais dans l'esprit du consommateur, un rosé plus clair, il est peut-être moins alcoolisé. Et donc, c'est plus facile à boire, plus digeste, moins calorique, tu vois. Ouais, c'est hyper intéressant. Donc, il y a une vraie perception du produit qui peut être un peu biaisée, mais c'est comme certains consommateurs vont penser que bio, c'est moins calorique, tu vois. C'est un peu con, hein, mais... Non, c'est vrai. Hein. Mais on a moins de scrupules, et encore une fois, je me l'applique un peu aussi, mais on a moins de scrupules à manger des gâteaux bio que... Ça sera pas forcément meilleur pour la santé, ça sera peut-être même plus calorique par moment. Mais effectivement, on se rassure et acheter un rosé plus clair, peut-être qu'on a l'impression que c'est moins alcoolisé, et donc du coup, ça fait moins de mal à son corps, entre guillemets. Mais alors après, il y a des marques qui font des vins moins alcoolisés, c'est aussi une autre tendance. On pourrait aussi en parler, mais si on se concentre sur la couleur, c'est vraiment un bel argument de vente. Et après, il y a d'autres éléments que tu peux ajouter à ton produit pour pousser des ventes, comme par exemple appliquer une médaille, une récompense sur ton étiquette. C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Une médaille d'or ou d'argent, ça va rassurer un consommateur qui est un peu perdu. À périmètre équivalent, entre deux Bordeaux vendus à 5 €, s'il y en a un qui a une médaille et l'autre qui en a pas, c'est vrai que tu vas plus spontanément vers le médaillé. Et processus d'attribution des médailles, tu inscris des vins à des concours, il y en a différents à travers la France et même un peu partout dans le monde, qui sont ensuite dégustés parmi un panel de vins concurrents par des dégustateurs qui sont amateurs ou non. Tu peux, toi, en tant que novice, t'inscrire à un concours et déguster à l'aveugle, en fait, sans savoir ce que tu dégustes des vins. Les classifier, les noter, et si tu es parmi les meilleurs, en gros, tu obtiens une médaille. Ok, et de ton point de vue, toi qui connais un petit peu, je veux dire, les dessous de ces mécaniques-là, cette attribution de médaille, c'est quelque chose qui, à tes yeux, a de la valeur, justement, est-ce que c'est justifié ou pas? Je suis un peu mesuré là-dessus parce que c'est pas si difficile d'obtenir une médaille. En fait, c'est très subjectif parce que ça va dépendre des vins qui vont être dégustés en face du tien. Si tu envoies ton vin sur un concours et qu'il n'y a que des vins bien meilleurs, tu n'obtiendras pas de médaille, mais s'ils sont moins bons, évidemment, tu auras une médaille. Donc en fait, ça reste subjectif. C'est une photo, un instant T. Exactement, c'est ça. Okay. Donc tu peux avoir de la chance si tu tombes sur des vins choisis qui vont être moins intéressants, là tu auras ta médaille, et du coup tu peux aussi avoir un peu moins de chance. Du coup, c'est subjectif, et en même temps, le monde du vin est subjectif. Et j'avais un prof, quand j'étais en Master 20, en cours de dégustation, qui nous disait que c'était très bien de pouvoir mettre des mots sur la dégustation, de savoir définir un vin, l'expliquer, le présenter, c'est quelque chose de très bien. Mais au final, si tu te concentres sur ta propre personne, ce qui compte vraiment, au-delà de mettre des mots, c'est vraiment de savoir si tu veux aimer ce vin ou pas. C'est très basique, mais c'est ton plaisir, quoi, le plaisir que tu as à le boire. Quand tu arrives avec un peu d'expérience à savoir ce que tu aimes ou ce que tu n'aimes pas pour un vin, déjà tu as un peu tout gagné, parce que dans un rayon, tu vas te diriger un peu plus facilement vers des appellations, des cépages qui vont t'intéresser. Au restaurant, ça va t'aider beaucoup aussi. Il n'y a pas besoin d'être un expert et de mettre des mots très complexes et alambiqués sur de la dégustation pour prendre du plaisir. Il ne faut pas oublier que c'est un produit de plaisir, en fait. Mais c'est déjà très difficile d'arriver à l'étape de savoir ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. Toi, tu te souviens plus jeune du type de vin que t'aimais, et est-ce que ça a changé aujourd'hui? En fait, comme je suis de Bordeaux, je pense que je suis un peu rentré dans le vin via les vins de Bordeaux. En travaillant pour des maisons bordelaises ou en faisant des stages aussi, j'ai appris vraiment à déguster avec les vins de Bordeaux.
Donc je pensais que c'était les vins qui me plaisaient le plus. Au final, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de choses intéressantes ailleurs. Mais comme tout le monde, hein, tu rentres via un vin, c'est souvent celui de la ville dans laquelle tu habites. Et ensuite, Ouais, ce que boivent tes parents. par exemple, ouais. Et moi, j'ai plus d'affinité avec des vins de Bourgogne, si on regarde la France. J'aime bien aussi les vins du Nouveau Monde, sur des profils différents. Mais ça, c'est très personnel. Après, les vins de Bordeaux me plaisent toujours bien sûr autant. Il y a énormément de choses intéressantes partout. Mais ouais, j'aime bien le pinot noir, voilà, si on doit schématiser. Donc tu sais où te diriger dans un rayon maintenant. Maintenant, ça va, ouais. Heureusement, après 10 ans de travail dans le vin, ça serait un peu dommage d'être paumé. Et pour autant, en GD, il y a énormément de marques que tu connais pas. Je pense que 80% du rayon, c'est des marques que je n'ai jamais vues. Et du coup, je vais pas être attiré vers celle-là parce que je les connais pas, mais il y a sûrement des choses très intéressantes et je passe à côté. Mais bon, après, c'est vrai qu'il y a une telle richesse, une telle variété dans les rayons que... Ouais. D'ailleurs, est-ce que toi encore une fois, avec ta casquette un peu d'expert, est-ce que tu aurais peut-être une ou deux clés à nous donner demain quand on doit aller chercher une bonne petite bouteille dans un rayon? Je dirais pas choisissez telle ou telle appellation parce que ça dépend vraiment des goûts. Il n'y a pas vraiment de clé en réalité, il faut déguster pour se faire un avis. Le prix, c'est absolument pas un critère 100% pertinent. C'est pas parce qu'on vend un vin 15 euros qui sera meilleur qu'un vin à 5 euros. Non, il faut déguster en fait. Ce qui est bien, c'est que même si tu es entre guillemets un peu expert, tu fais toujours des découvertes. C'est aussi l'intérêt en fait du vin. C'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de passionnés. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est aller chez le caviste à côté de chez moi. Et en fait le laisser me guider parce que c'est lui le vrai expert en fait. Alors c'est quel caviste à Fond-d'Odège chez qui tu vas? Moi je vais chez Raisin et Copain qui est un caviste qui a ouvert il n'y a pas très longtemps, qui est juste à côté de chez moi. C'est un jeune qui connaît vraiment bien la France, il est expert dans les différentes régions françaises et il a que des vins de petits producteurs, donc tu n'auras aucune marque. Pas que des vins en bio ou en biodynamie, on pourrait penser petit producteur égale biodynamie. Mais par contre, c'est que des personnages inconnus que lui connaît. Et ça, c'est vraiment intéressant. Contrairement à des cavistes qui vont parfois proposer beaucoup de marques et peu de vins qu'ils ont eux-mêmes sélectionnés. Ouais. Lui, il a d'abord fait un tour de France avec sa copine, je crois, un tour des producteurs pour faire sa présélection. Et, il connaît personnellement les producteurs, quoi. Ok, en plus, ouais. Moi, j'aime bien cette approche-là, en fait, très humaine. Ok. Donc, je le recommande, en tout cas, il est très sympa, Alexandre. Et avec tes 10 ans de recul là justement sur ces dernières années passées dans le boulot, Ouais. sur les vins de négoce, toi c'est quoi l'évolution dans la consommation que tu as pu observer? Parce que j'imagine qu'on on boit pas du vin il y a 10 ans comme on en boit aujourd'hui. Ouais, mais même 10 ans c'est court sur la consommation, mais si tu regardes sur les 50 dernières années, si on regarde, enfin en tout cas en France, hein, encore une fois, hein, parce que chaque pays est différent, mais en France on consommait beaucoup de vins plus tanniques, plus concentrés, plus masculins entre guillemets, même si j'aime pas trop ce mot, mais il y a 50 ans, aujourd'hui on cherche des vins plus faciles à boire, plus sur le fruit, plus sur la rondeur, des vins qu'on va acheter pour les consommer le soir même ou le lendemain. Moins des vins de garde, voilà. Le gros rouge qui tâche un peu. Ouais, alors il y a encore bien sûr des gens qui achètent des vins pour les garder, et d'ailleurs s'ils ont intérêt, parce qu'il y a des vins qui sont bien meilleurs à mon sens dans 10 ans que les ouvrir tout de suite. Mais la consommation est plus dans l'instant T si tu veux. D'ailleurs ça se voit pas que dans le vin, hein. Il y a notre génération consomme de manière plus vite, zappe plus, on est plus dans l'instant présent si tu veux. Alors que acheter une bouteille pour la mettre dans sa cave à vin ou dans sa cave tout court et la déguster dans 10 ans, bah là ça devient déjà une nouvelle approche, tu vois, une autre approche. En fait, c'est assez dingue de voir à quel point je me demande dans quelle mesure est-ce que cette faculté à zapper en fait et à passer rapidement d'un sujet à l'autre, c'est lié d'une certaine manière en fait au smartphone. C'est possible, bien sûr. Ouais, notre cerveau, on l'utilise que 3 secondes par 3 secondes en fait. Ouais, quelque part c'est des espèces de micro-tranches et en fait c'est assez dingue de voir en fait à quel point je sais pas, c'est une réflexion que je me fais là, tu vois, mais c'est vrai que depuis l'arrivée du smartphone, on peut dire c'est quoi l'iPhone en 2007 qui a commencé à introduire en fait ces nouveaux comportements de consommation ultra instantanée, de zapping, je passe hyper rapidement à quelque chose d'autre. Ouais.
Tu vois, moi j'avais eu alors une copine qui bossait pareil en grande distribution et qui me disait, ça devait être au début des années 2010 par exemple, que c'était le marché du chewing-gum qui était que tu retrouvais en fait avant au niveau des caisses. Avec l'arrivée du smartphone, en fait, le marché du chewing-gum s'est complètement cassé la gueule parce que les gens, en passant à la caisse, au lieu de regarder en fait les chewing-gums qu'il y avait sur l'étalage, bah en fait maintenant ils passent leur temps sur leur smartphone, Et ouais, quoi. bien sûr. Ouais, c'est pas surprenant en réalité. Ouais. C'est un très bon exemple. Ouais. Du Donc coup, ça n'a plus trop d'intérêt de mettre des produits en caisse. Quoi. bah, presque, tu vois, À j'allais part des dire, parce que sacs. t'arrives à t'occuper tout seul, mais Ah non, et c'est donc vrai que ça paraît assez logique. Hein. cette tendance-là en fait du zapping, je veux dire, tu la retrouves Ouais. en tout cas, ouais, au niveau du marché du vin, quoi. Et alors, petit éclaircissement, on a parlé donc là plusieurs fois de vin de négoce. Toi, tu m'avais briefé un petit peu déjà en amont. Ouais. C'est pareil, je suis un petit peu novice aussi sur le sujet, donc heureusement que tu es là pour tous nous éclairer. Entre vin de négoce et vin de château, est-ce que tu peux expliquer les différences? Alors en fait, quand tu fais du vin de château, entre guillemets, t'es propriétaire de tes vignes. Et donc souvent, pour avoir une image, on imagine quand on achète un vin, le château, la bâtisse en pierre, avec les vignes autour. Si ce château est propriétaire de ses vignes et fait du vin à partir de ces vignes-là, on appelle ça un vin de château. C'est effectivement la représentation très traditionnelle Voilà. de voilà, quand je vois une bouteille en rayon, il y a un château sur l'étiquette. Ouais. Et je me dis qu'en fait, ce vin-là, c'est le raisin, c'est les pieds de vigne qu'il y a autour du château, quoi. C'est pas forcément le cas. Alors ça le sera de manière très basique sur des grands crus, qui souvent ont une propriété, sont propriétaires de leur vigne, avec un nombre d'hectares qui reste qui reste le même millésime après millésime, hein, globalement. En fait, il y a énormément de vins qu'on achète qui sont des vins de négoce. Il faut imaginer qu'il y a énormément de vignes en France, beaucoup de producteurs, mais ils n'ont pas tous un château. Et ils n'ont pas tous la capacité de vendanger, vinifier, mettre en bouteille et commercialiser leur vin. Donc dans ces cas-là, en tant que producteur de raisin, si tu veux, tu as deux solutions. Soit tu es capable de produire ton propre vin, de créer une marque ou de le mettre sous un nom de château et de le vendre. Ça fait donc tu es propriétaire de ta marque. Soit tu vas vendre ton raisin ou le raisin que tu as vinifié, donc du vin en fait, à une cave coopérative ou à une entreprise qui, elle, va l'assembler et le mettre en bouteille. Et donc là, on rentre dans le négoce, dans le sens où moi, l'entreprise pour laquelle je travaillais avait vraiment deux parties. Une partie où elle faisait des vins de château, donc elle était propriétaire des vignes, et une partie négoce où on achetait en fait du vin à des producteurs de la région de Bordeaux. Et ensuite, si tu veux, on travaillait avec à peu près 400 producteurs, ce qui est C'est pas mal, assez ouais, c'est important, beaucoup, hein. ouais. Et notre job, c'était d'assembler tous ces vins, parce que chaque vin était différent, si tu veux, pour produire une ou même plusieurs marques de vin de Bordeaux avec. Donc c'est un travail différent. Tu n'es pas propriétaire de tes vignes, tu achètes du vin à des producteurs. On pourrait aussi acheter la même chose à des caves coopératives qui vont regrouper des vins de différents producteurs de la région. Ok, donc c'est déjà des producteurs qui se regroupent entre eux et qui vendent en fait en gros du vin en vin. Une cave coopérative, par exemple, va vendre ce qu'on appelle des lots de vin à des sociétés qui vont commercialiser, qui vont créer des marques et commercialiser le vin. Donc par exemple, moi je décide demain de lancer une marque de vin en tant qu'indépendant. Même je peux aller voir une cave coop et lui dire j'ai besoin d'un lot de, je sais pas, de Merlot ou un lot de Cabernet Sauvignon dans tel style qu'elle me vendra. Et si tu veux, ce lot de Merlot, il a été composé de différents petits lots produits par différents producteurs, si tu veux. Donc il y a vraiment ce... C'est une recette de cuisine. Ouais, quoi. c'est un peu ça, ouais. Et l'entreprise pour laquelle je travaillais allait beaucoup plus loin que simplement acheter du vin à des producteurs. Si tu veux, on avait... c'était un système de partenariat où les 400 producteurs, on les connaissait. On allait régulièrement tout au long de l'année dans leurs vignes pour travailler avec eux, les accompagner sur la taille, sur différentes opérations techniques à réaliser dans la vigne, jusqu'aux vendanges, où on les aidait à définir la date des vendanges, pour obtenir la qualité qu'entre guillemets nous on souhaitait, si tu veux. Et ensuite, du coup, on a acheté une qualité qui était un peu plus maîtrisée, il y avait un cahier des charges, ce qui nous permettait au final d'avoir un vin qu'on maîtrisait entre guillemets dans la qualité. Donc c'est une vraie forme, c'est une forme de partenariat quoi, Ouais. presque avec ces producteurs-là. C'est un partenariat et du coup, c'est un peu gagnant-gagnant dans le sens où nous, on achetait leur vin plus cher que ce qu'ils pouvaient vendre à une cave coopérative. Et nous, ça nous permettait d'avoir une meilleure qualité. Donc il y avait un intérêt des deux côtés en fait, clairement. Ok. Et ça se fait de plus en plus, on n'est pas les seuls à le faire aujourd'hui. Ça prend du temps et ça demande énormément d'énergie, d'argent, parce que tu as une organisation.
Suivre 400 producteurs de vin, c'est complexe. Mais si tu es organisé, tu peux faire des choses de qualité en faisant du négoce. Et donc globalement, quand tu vas dans un rayon en grande distribution, il y a énormément de vins, notamment dans les vins entrée de gamme, entre 0 et 10 euros, on va dire, qui sont des vins de négoce. Hein. C'est une grande majorité. Et comment tu reconnais un vin de négoce d'un vin de château en tant que consommateur? Sur la contre-étiquette, donc l'étiquette à l'arrière de la bouteille, tu peux le lire. Il y a différents critères. Je crois que, je vais pas dire de bêtises, mais déjà en te référant au lieu de production, tu peux en déduire que ça peut être un vin de négoce. C'est pas mentionné explicitement sur l'étiquette? Je crois pas, non. Je vais pas dire de bêtises, mais je crois pas qu'il y ait de mention. Ok. Après, Mais bon, après, en termes de qualité, je veux dire, en change, termes de qualité ça va rien finalement changer. derrière, voilà, c'est que en fait, c'est ce ça. que tu disais tout à l'heure, c'est que c'est tellement subjectif après la dégustation d'un Bien vin. sûr, mais en réalité, il y a des vins de négoce qui sont bien meilleurs que des vins de château. C'est pas parce que tu achètes à des producteurs qui ne sont pas dans ton entreprise que le vin va être meilleur. Le but, c'est de réussir le meilleur assemblage possible. Donc ça ne doit pas être une clé d'entrée finalement Non, quelque c'est part pas- entre faut pas que ce vin de soit une clé château d'entrée, et vin de négoce. Ouais. Ce qui compte, c'est le résultat final. Est-ce que le vin Plaît. plaît ou pas? Est-ce que tu vas prendre du plaisir en dégustant le vin ou pas? Et peut-être qu'il y a des puristes qui vont te dire: ah non, mais moi j'achète pas de vin de négoce, je veux que des vins de château, je veux savoir d'où vient mon raisin. Pourquoi pas, ok. Après, est-ce que tu prends plus de plaisir à boire un vin de château qui est complètement raté qu'un vin de négoce qui est bien réussi, tu vois? Bon, après, c'est très personnel, mais. Si on en revient là à la création d'une marque, Ouais. jusqu'à en fait du point de départ jusqu'à la mise sur le marché de ce vin, c'est quoi qui va commander en fait c'est quoi l'événement de départ sur la création d'une nouvelle marque? Il y a deux possibilités. Soit l'équipe commerciale remonte un besoin, c'est elle qui sera le plus proche du terrain et va te D'accord. dire Quoi, du client final ou d'un ouais, du distributeur? client final ou du distributeur. Hein. Enfin, c'est généralement une discussion avec son distributeur qui lui est maître de son marché et qui peut dire, je sais pas, en Allemagne, on se rend compte qu'il y a des parts de marché à prendre sur un vin de Bordeaux blanc entre 4 et 6 euros. Est-ce que Allons-y quoi. est-ce que vous êtes capable de faire quelque chose avec tel type de code graphique, etc. Donc ça peut être le point de départ. Ou alors, ça peut être l'équipe marketing qui, elle, étudie régulièrement des études sur les besoins des consommateurs et qui peut dire: je sens qu'il y a ce même besoin en Allemagne sur un vin à 5 à 7 euros. Ok. Donc Donc, ça c'est de l'interne, non? ouais. Dans la boîte C'est pour laquelle tu l'étude bossais par de exemple. panels, de chiffres qui sont très GD mais qui te permettent de voir s'il y a des opportunités en gros. Du coup, ensuite, une fois que le besoin est identifié, il y a un travail qui est assez large. Le marketing va piloter le projet, si tu veux, c'est de la gestion de projet. Et donc, tu travailles avec différents services. Ton service production, en fait, pour Donc, savoir pour le produit voilà. intrinsèque quoi. quel type de vin tu es capable de produire en suivant ce brief. Ensuite, tu vas imaginer une étiquette. Donc ça, généralement, tu le fais avec un graphiste en interne ou en externe, une agence. Ensuite, tu as toute une partie matière première, quel type de bouteille tu vas utiliser, quel type de bouchon, de capsule. Donc ça rentre un peu dans le détail. Bien sûr, ton projet est piloté au niveau financier, donc tu travailles avec ton service financier. Au niveau juridique, c'est important, quel texte tu peux mettre à l'avant, à l'arrière de la bouteille. Sachant qu'en France, par exemple, il y a pas mal de contraintes au niveau juridique. Il y a une loi qui s'appelle la loi Evin qui interdit énormément de choses. Jusque sur l'étiquette? Ouais, jusque sur l'étiquette. Quoi par exemple? En fait, la loi Evin qui existe en France depuis pas mal d'années maintenant ne veut pas qu'il y ait des représentations trop explicites qui donnent envie aux consommateurs de boire du vin. En gros. Donc mettre... c'est quand même assez dingue. Ouais. Ouais, en fait, mettre je sais pas, un producteur de... Non, on va mettre un consommateur, une photo de consommateur sur ta contre-étiquette avec un verre de vin à la main en train de faire chin avec son ami, ça, c'est pas autorisé, tu vois. Parce que c'est synonyme de convivialité, voilà, de bons moments. Ok. C'est d'ailleurs pour à cause ou grâce à cette loi que dans la rue, quand tu vois un affichage publicitaire d'un vin ou d'un champagne, tu vois que la bouteille qui est souvent mise en image sur dans un contexte, dans un environnement, quoi. Mais tu verras jamais un consommateur, par exemple quelqu'un avec une coupe de champagne et un grand sourire, ça c'est interdit. Donc tu as le droit de faire un peu de promotion du vin, mais tu peux montrer que le produit et absolument aucun moment convivial. Donc ça c'est
Là, c'est des représentations visuelles liées à l'humain, mais dans le texte, tu peux pas non plus donner envie au consommateur. Tu peux pas faire une phrase de type si vous buvez notre vin, vous serez le plus heureux des hommes. Tu vois, c'est impossible. Ok. C'est pas légal, donc. Non, c'est assez, ok, c'est assez ouf. Je savais Il pas du y a tout, 50 ans, il y avait des pubs pour le vin en France qui disaient un dernier verre de rouge avant de prendre la route, tu vois, ce genre de truc. Ouais. Et c'était vraiment ce que tu entendais à la radio, que tu voyais dans la rue, quoi, comme affichage. Maintenant, ça paraît fou de se dire ça. Ah, c'est vrai qu'avec le recul, ouais, aujourd'hui, en tout cas en 2023, ça paraît assez dingue. Ouais. Bah, la consommation d'alcool et la promotion de tout l'alcool est ultra réglementée et c'est tout à fait normal. Je critique pas ça, mais c'est sûr pour un producteur, ça te met des contraintes juridiques légales que tu dois respecter, sinon après ton produit peut se faire sortir du marché. Voilà, donc il y a des exemples de marques, j'en ai pas vraiment là comme ça en tête, mais qui se sont fait taper sur les doigts parce qu'elles faisaient des pubs un petit peu trop, enfin qui donnaient un petit peu trop envie, si tu veux. Ok. Donc, Et qui se sont fait reprendre par la patrouille, quoi. exactement, ouais. Tu parlais bouteille, bouchon, Ouais. juste avant. Tu nous donnes quelques exemples de ce qu'on aime faire, ce que les consommateurs aiment moins. Bon, les bouchons, c'est quand même un peu précis comme sujet, mais déjà la forme de la bouteille. Si tu regardes un peu les différentes régions de production, il y a une forme de bouteille qui est beaucoup utilisée à Bordeaux, ce qu'on appelle la bouteille bordelaise. Hein. C'est très simple. Donc c'est une forme assez droite avec des épaules un peu arrondies. Tu imagines une bouteille de Bordeaux, je pense que tout le monde se représente l'image. Et tu as d'autres formes de bouteilles comme la bouteille bourguignonne, qui est un peu plus large, un peu plus trapue si tu veux. Clairement, ça fait partie des codes justement. Okay. Tu peux utiliser une bouteille, c'est autorisé, forme bourguignonne pour faire un vin de Bordeaux. Mais les consommateurs, ils vont peut-être se dire, c'est bizarre, je suis perdu dans les codes, tu vois. Donc, tu as besoin, en fait, de suivre certains codes pour rester, si tu veux rester traditionnel, entre guillemets. Après, tu peux complètement casser les codes en utilisant des formes de bouteilles complètement innovantes, c'est possible. Ouais, je pense spontanément, là, c'est sur du rosé, à des bouteilles un peu carrées. Enfin, moi, j'ai le rosé, c'est un bon exemple parce que c'est là où il y a le plus, entre guillemets, d'innovation sur les formes de bouteilles, sur les étiquettes, il y a plus de couleurs, c'est justement un peu plus moderne dans l'approche parce que c'est sur les 3 couleurs de vin, rouge, blanc, rosé, celui qui a la consommation la plus décomplexée si tu veux. Même si en France on n'a pas une consommation très décomplexée par rapport à d'autres pays. Si tu vas en Australie, c'est un bon exemple je pense Australie, mais juste tu regardes le rayon vin, tu vas avoir des étiquettes qui sont complètement différentes. Il y a une marque qui est très connue en Australie qui s'appelle Yellowtail et leur logo c'est un kangourou si tu veux. Ok. Et bon, c'est un peu cliché. Bah, ça sort complètement des codes. Il n'y a pas de château. Quoi, tu vois, c'est... Bon, après, chacun son style. Hein. Mais en France, on a quand même une consommation assez traditionnelle du produit, de par notre culture, notre histoire, et c'est pas une critique, hein, c'est un fait. Donc, il y a peu de marques qui vraiment prennent des risques, innovent dans ce côté moderne. En rosé, tu vas avoir quelques marques un peu nouvelles dans ce sens-là, mais... Ce que tu dis là, ça fait aussi, je trouve parfaitement le lien avec le sujet du bouchon. L'impression que j'ai, tu vas nous dire après, toi, avec tes mots, et l'impression que j'ai, c'est qu'on est quand même très attaché nous au bouchon liège, et qu'à l'étranger, on est plus décomplexé du bouchon à vis. Ouais, c'est un vrai sujet. Alors ça change. La capsule à vis maintenant est bien introduite en France, notamment sur des régions hors Bordeaux, comme en Languedoc, il y en a de plus en plus par exemple. C'est maintenant accepté. Ça a pris du temps parce qu'effectivement, ouvrir sa bouteille de vin, avoir le bruit du bouchon qui saute, ça fait partie de l'expérience. Et là, je pense au champagne d'un coup et je me dis, c'est comme si on retirait... Le champagne, c'est presque inconcevable. Ouais, le champagne, c'est pas possible encore aujourd'hui, mais peut-être qu'un jour, on verra du champagne à vis. Je serais assez surpris parce que ça fait quand même... faire sauter le bouchon de la bouteille de champagne, ça fait complètement partie du truc, quoi. Quand je pense à la Formule 1, quand tu es sur le podium, il faut imaginer, tu casses le truc si ça saute plus, quoi, tu vois. C'est sûr, si tu vois Lewis Hamilton en train de galérer à ouvrir son bouchon à vis, ça a pas la même saveur, quoi. Mais oui, encore pour beaucoup de consommateurs, le bouchon est synonyme de qualité, bouchon en liège. La capsule à vis, c'est synonyme de consommation de vin de moins bonne qualité. En réalité, la capsule à vis conserve aussi bien, voire mieux que le bouchon. Tu n'auras jamais de goût de bouchon avec une capsule à vis. Il y a des risques en fait avec un bouchon en liège, hein, c'est que le liège donne un goût à ton vin.
notamment si tu le gardes longtemps dans une cave, hein, ça peut arriver, alors que la capsule à vis, il n'y a aucun risque à ce niveau-là, tu vois. Mais il y a ce truc, ouais, où ça prend du temps en fait de changer les habitudes. Et cet attachement justement au bouchon liège qu'on a en France, hein, je pense qu'on Ouais. on peut généraliser à toute la France, on le retrouve dans d'autres pays ou pas? Je dirais moins parce que notamment aux États-Unis, tu vas avoir énormément de capsules à vis. Non, on le retrouve moins, c'est clairement un truc très français, très traditionnel. Même pas en Italie par exemple? Je sais pas, c'est une bonne question, il faudrait regarder des études là-dessus. Mais ce que tu vois, c'est que globalement, la capsule à vis prend petit à petit des parts de marché. Je pense Ok. qu'elle remplacera jamais le bouchon, ça sera jamais. Mais il y a une évolution, quoi. Voilà, il y a une Il y a évolution. une évolution dans ce sens. Ouais. Ouais. Le marché du vin de négoce, Ouais. donc sujet toi sur lequel tu bossais, t'as quoi comme marque connue aujourd'hui, les plus connues du grand public, qu'on En se fasse France, un peu une il idée? y en a pas mal. Tu vas avoir. Il y a une société qui est Castel qui produit énormément de marques que tu trouves en grande distribution, comme Baron de l'Estac, comme Malaisan, comme Plessis Duval, Listella en rosé. À Bordeaux, tu as aussi la marque Mouton Cadet qui est assez réputée, que tu vas retrouver beaucoup en grande distribution, mais pas que. Tu vas avoir en Rhône la marque Guigal, par exemple, Louis Jadot en Bourgogne. En fait, des marques fortes que tu retrouves un peu partout en réalité. Après, il y a énormément de marques entre guillemets moins fortes, moins présentes, mais le panel, le choix est très très large. Ce qu'on disait en début d'interview, le rayon vin est quand même bien fourni aujourd'hui. Et en termes de, si on devait citer un ou deux bénéfices pour le consommateur, en termes de sur sa conso, tu Ouais. vois, donc ça peut être autant au niveau du goût que sur un autre paramètre, mais c'est quoi les raisons qui pourraient nous faire préférer un vin de négoce versus un vin de château? Alors un vin de négoce et encore plus un vin de marque, comme une marque comme Mouton Cadet par exemple, ou même Baron de l'Estac, il y a un effet qui est évident, c'est que tu vas avoir l'effet millésime qui va être gommé ou lissé. En fait, si on achète un vin de château, tous les ans, le millésime aura un impact fort sur le résultat final de ton vin. Un excellent millésime te fera un meilleur vin de façon très schématique. Quand tu fais vin de négoce, tu as la possibilité d'entre guillemets choisir un peu de tes approvisionnements et d'assembler en fonction des qualités de vin que tu as. Et donc ton but c'est que tous les ans ton produit soit globalement dans le même style, et un millésime difficile tu peux réussir à faire un produit de qualité en choisissant un peu tes approvisionnements, en faisant un assemblage plus détaillé, ce qui fait que voilà, en gros tu vas avoir une qualité constante d'un millésime à l'autre avec un vin de négoce. Ok. Un vin de château, ça sera moins constant. C'est aussi la beauté. Ouais, c'est intrinsèque en dégustation, fait, mais- voilà. En presque 10 ans après d'expérience, j'imagine que tu as dû voir passer quelques cas remarquables, soit de marques qui. Les bons élèves. Soit les bons élèves, soit les mauvais. Donc, est-ce que tu as un exemple, on commence avec ça, un exemple, tu Ouais. vois, genre une marque qui a cartonné, et comment est-ce que tu l'expliques, tu vois? Ouais, alors une marque à cartonner, je me focalise sur Bordeaux parce que je travaille à Bordeaux, et qui cartonne toujours autant aujourd'hui. Je pense que c'est Mouton Cadet. En fait, c'est le bon exemple des vins de Bordeaux en termes de marque de négoce, si on veut. C'est une marque qui a une longue histoire parce qu'elle a été créée dans les années 30 par le baron Philippe de Rothschild. Et si tu veux, à l'époque, le baron Philippe produisait que du vin de château, donc il vendait Château Mouton Rothschild, hein, qui est premier cru classé mondialement reconnu. Et il s'est rendu compte qu'il y avait un besoin pour des consommateurs qui cherchaient des vins plus accessibles en termes de prix. Parce que lui était plutôt haut du panier, quoi. Ouais, exactement. Mouton Rothschild, c'était déjà à l'époque un vin très prestigieux, ça l'est toujours. Et il s'est dit, mais je peux quand même potentiellement proposer un vin plus facile Plus d'accès accessible, quoi. à des consommateurs plus quotidiens, si tu veux. Et donc il a imaginé Mouton Cadet comme une marque. C'était d'ailleurs sûrement la première marque de Bordeaux. Au départ, le vin était produit à partir des vignes dont il avait la propriété. Et petit à petit, il a commencé à acheter des vins, des raisins à des producteurs d'abord du Médoc, puis de la région entière de Bordeaux. Et aujourd'hui, c'est une marque qui existe bien sûr encore, qui aura bientôt une centaine d'années d'existence, et qui s'est développée en France, puis à l'étranger. Aujourd'hui, je pense que ça doit faire entre 8 et 9 millions de bouteilles à peu près dans le monde. Ok, donc en termes de volume, j'imagine que c'est conséquent. Ouais, c'est conséquent. T'as plusieurs marques à Bordeaux qui font des volumes similaires. Après, sur cette qualité, je pense qu'il n'y a que Mouton Cadet. Dans le sens où ils vendent un vin, en France, c'est vendu à peu près une dizaine d'euros. En grande distribution, un petit peu moins. Et il n'y a pas beaucoup de concurrents qui vendent un vin
dans ce prix-là avec des quantités similaires. Ok. Et là où ils sont forts, c'est qu'ils réussissent à faire un vin de très bonne qualité pour les quantités qu'ils produisent, tu vois. Ok. Ça, c'est un bon exemple à Bordeaux. Et comment t'expliques ce succès, toi? Et ça serait quoi le truc, selon toi, qui Je pense que ça marque tient... forte? Ouais, ça tient beaucoup du travail qui est réalisé avec les partenaires, les producteurs de vin. Puisque ça fait longtemps que eux travaillent leur vin avec des partenaires où ils travaillent main dans la main, si tu veux. Et donc, ils ont réussi à créer une entente durable, si tu veux. Donc, ce confiance. serait quoi? Ce serait le rapport qualité-prix, finalement, du Ouais, produit, c'est quoi, ça, en fait. Ils arrivent à... surtout à produire des vins de qualité parce qu'ils connaissent par cœur, je pense, les terroirs de leurs partenaires producteurs. Ce qui est difficile quand on en a beaucoup, si tu veux. Oui, ouais, bien sûr. Donc, c'est facile de produire un vin de négoce. Tu peux, toi, Hugo, demain, aller taper à la porte de la Cave Coop du Médoc, si tu veux, et leur dire que tu as des sous et que tu veux acheter du vin, tu vois. Sauf que tu seras pas maître à 100% de la qualité de ton vin. Tu peux avoir quelque chose de très convenable, mais si tu veux quelque chose de très précis et de durable, tu es obligé de travailler avec des vrais producteurs. Et ça prend du temps. C'est beaucoup plus long. Et alors, inversement, qui est-ce qui s'est banané un peu ces dernières années? En fait, on en parlait un peu avant. La frontière entre vin de négoce et vin de château, elle est parfois un peu difficile à percevoir pour un consommateur. Il y a un exemple, alors ils ne sont pas bananés, mais ils se sont fait un peu reprendre par la patrouille. Il y a le château Maucaillou qui est en Moulis, donc à côté de Margaux en Médoc, qui produit un vin de château qui s'appelle le château Maucaillou, donc à partir de ses propres vignes. Mais ils ont aussi une activité de négoce, c'est-à-dire qu'ils achètent aussi du vin à des producteurs de Bordeaux. Et en fait, ils ont sorti en 2018 ou en 2019 une étiquette, enfin un vin, une bouteille, qui s'appelait le Bordeaux de Maucaillou. Donc si tu veux, ils avaient Château Maucaillou en Moulis, et ensuite le Bordeaux de Maucaillou avec une étiquette qui ressemblait beaucoup au Château Maucaillou. D'accord. Donc, et c'était peut-être une volonté d'introduire un biais, j'imagine. Ouais, je sais pas quelle était leur volonté. Eux vont se défendre pour dire qu'ils n'ont jamais voulu tromper le consommateur. En tout cas, ils ont été jugés. Ils ont été repris par la patrouille et jugés comme fautifs, comme justement voulant tromper le consommateur, qui aurait pu croire que le Bordeaux de Maucaillou était un vin de château alors que c'était un vin de négoce. Après, on peut se dire, mais est-ce que c'est vraiment grave de faire de penser que c'est un vin de château? En fait, c'est pas produit à partir des mêmes vignes, c'est pas fait de la même façon, et donc le but c'est que le consommateur se fasse pas tromper. Hein. Oui. Donc il y a des exemples. Ils voulaient profiter de leur image un petit peu premium haut de gamme, j'imagine, sur le vin de château. C'est ce que, en tout cas, le jugement a entendu, si tu veux. Moi, je suis pas à leur place, donc je sais pas ce qu'ils ont voulu faire. On peut se poser la question. En tout cas, c'est pour ça qu'il y a eu un jugement, mais ils l'ont perdu, donc ils sont fait un peu épingler là-dessus. Ok, ça marche. Voilà. Après, il y a des marques qui sont fait épingler aussi par la loi E20 parce que trop explicite, il y en a eu pas mal. Par rapport à ce que tu évoquais tout à l'heure, j'imagine. En vin, en champagne, en spiritueux, il y a eu pas mal d'exemples dans ce sens-là. Si on parle un petit peu maintenant, on prend du recul et on parle d'une dynamique marché globale, en termes de conso par exemple, qu'est-ce qui se passe en termes de conso de vin ces dernières années, ces dernières décennies? Mais en France, la consommation diminue en termes de nombre de litres consommés par habitant, si tu veux. On consomme moins, mais on consomme un peu mieux, ou plus cher. Si tu veux, dans les années 70, on consommait à peu près 100 litres de vin par an et par habitant. C'est beaucoup. C'est une belle quantité. Ouais. Aujourd'hui, on n'en consomme plus que 40, donc ça a bien diminué. Je dis plus que 40, mais 40 litres par an par habitant, ça fait... Faut les boire déjà. Ouais, ça fait 11 bouteilles par mois par habitant, donc une bouteille tous les 3 jours. Et ça, c'est une moyenne. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont... Il y en a qui sont en moyenne haute et il y en a qui sont en moyenne basse, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, c'est... Clairement, si on regarde dans le monde entier, on est le deuxième plus gros consommateur de vin au monde, après les États-Unis. Ok. Alors qu'on a beaucoup moins d'habitants. Ouais, voilà, je veux dire, même pas rapporté au... non, là, c'est en litres, volume, ou en hectolitres consommés par habitant. Ok, donc ça picole bien encore. Ouais, en fait, c'est culturel. En France, le vin et la bonne bouffe, ça fait partie de la culture, et c'est pour ça aussi qu'on est connu. Au-delà de Zinedine Zidane, que je respecte beaucoup. Ouais. C'est pas le sujet du jour. Ou la Tour Eiffel. Mais non, ça fait partie de la culture, et même si la consommation diminue... Qui boit? Alors, qui boit après, en termes de profil? Ouais, qui boit, clairement, c'est les personnes les plus âgées. Si on schématise, t'as 50% de la conso qui est réalisée par les plus de 55 ans. Donc, ce qu'on voit à travers ces chiffres, c'est que les jeunes se désintéressent petit à petit de la consommation de vin. Au profit des vins, enfin des boissons plus festives, de la bière,
qui sont plus faciles d'accès. Je pense que là, c'est plus mon avis de marketeur. Et ça fait un peu le lien avec ce qu'on disait sur la consommation rapide. On a plus tendance aujourd'hui, les jeunes ont plus tendance à consommer la facilité. Consommer un vin, c'est pas facile. Enfin, apprécier un vin, ça vient pas juste. Tu ouvres pas une bouteille pour la première fois et tu prends pas du plaisir la première fois en fait. Ça demande de l'expérience. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que cette génération, la nouvelle en tout cas, a pas envie de prendre le temps vraiment d'apprendre. S'éduquer le palais peut-être à déguster un bon vin. Alors là, c'est schématique. Il y a des gens qui très jeunes vont s'intéresser au vin, hein, bien sûr. Mais c'est le fait est que c'est de plus en plus rare, quoi. Voilà, exactement. En tout cas. Mais c'est vrai que tu vois, t'évoques la bière. Le nombre de références aujourd'hui en rayon, toutes les, je sais pas, je pense les IPA par exemple, les IPA, on n'en trouvait pas en rayon il y a 10 ans. Aujourd'hui, t'as plein de références d'IPA, t'as des rayons entiers dédiés dans des grandes surfaces où t'as des dizaines et dizaines de références de bière, quoi. Ces trucs qu'on voyait pas il y a 15 ans. Et tu parles des IPA, effectivement, il y a énormément d'innovations, de nouveaux produits, le consommateur diversifie sa consommation sur les bières. Mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est que les grosses marques fortes, les Heineken, les Carlsberg, etc., sont trustées, sont tirées par des groupes énormes, si tu veux, qu'il n'y a pas forcément dans le vin, on peut. Donc en fait, des marques comme Heineken, c'est un bon exemple en France, ont des budgets colossaux en termes de marketing, de communication, beaucoup plus que dans le vin, ce qui fait qu'elles sont beaucoup plus visibles, et du coup ça attire la consommation aussi. Ce que je veux dire, c'est que le marketing et la com, pour ces marques-là, a un impact aussi qui est très fort. Si les jeunes se dirigent aussi vers ces marques, c'est aussi grâce au travail de marketeurs de chez Heineken ou de chez Carlsberg en France. Ouais, c'est des groupes qui pèsent, je crois, dans le cas d'Heineken, c'est entre 5 et 10 milliards. Peut-être. Ouais, c'est possible, ouais, je veux pas dire de bêtises, mais ça doit être quelque chose comme ça, ouais. Alors que dans le vin, il y a aucun groupe tu trouves pas, taille-là, si tu veux. C'est beaucoup plus éclaté, quoi, en fait. C'est ça. Le marché des producteurs ou des marques, en tout cas, dans le vin, quoi. C'est vrai qu'on a du mal à imaginer un château sponsor de la Coupe du Monde de foot. Bien sûr. Qu'Heineken, tu le retrouves en bord de terrain un peu partout, quoi. Mais ouais. Sur tous les festivals, là où tous les jeunes sont, en fait, tu vois. Et ça, c'est sûr que ça a un impact sur la consommation. Ouais. Donc t'es presque 10 ans passés, t'as bien dû avoir quelques anecdotes, quelques fun facts, une ou deux situations dans lesquelles tu t'es retrouvé, soit avec des clients, ou soit dans le boulot, ou je sais pas, tu vois, t'es quand même de la nouvelle génération, le vin de Bordeaux, on est quand même très ancré dans les codes à l'ancienne. Est-ce que ça t'a pas fait te retrouver dans des situations un peu ubuesques? Ubuesque, je sais pas vraiment, mais c'est vrai qu'il y a un vrai sujet à Bordeaux sur comment respecter la tradition à travers les étiquettes que tu vas sortir, les vins que tu vas produire, mais tout en étant innovant. Parce que ce qui est sûr, c'est que ce soit dans le monde du vin, de la bière, ou peu importe, dans des produits de grande distribution, si t'es pas innovant, t'es un peu mort. Enfin, c'est un peu résumé, mais l'innovation, ça aide, ça va dans le sens d'une marque, si tu veux. Et c'est très difficile à Bordeaux d'être innovant de façon drastique. Tu peux créer de nouveaux vins, rendre un rosé un peu plus clair, et ça reste des petites innovations, si tu veux. Aujourd'hui, produire un vin de Bordeaux avec une étiquette complètement colorée où t'enlèves l'image de château, etc., il y en a qui le tentent, mais c'est super tricky, enfin c'est dangereux. C'est rare, isolé, ça se fait ça marche pas vraiment. En fait, la consommation en France, elle est encore assez traditionnelle sur le vin, notamment les vins de Bordeaux. Et il y a pas mal de châteaux qui essayent d'innover, mais c'est très dur de trouver le bon équilibre entre tradition et innovation. Tu peux pas mettre de côté complètement la tradition. C'est aussi ça qui fait vendre à Bordeaux, en fait. Mais moi, quand je suis arrivé en tant que jeune, évidemment, j'avais plein d'idées d'étiquettes colorées. Ouais, tu voulais faire des trucs de dingue. Et au final, on t'a gentiment dit, écoute Jordan, calme-toi. Ouais, c'est ça. C'est un peu frustrant par moment, mais au bout d'un moment, tu comprends que c'est pas juste pour t'embêter qu'on te dit non. C'est aussi que tenter quelque chose de complètement nouveau ou d'innovant qu'on n'a jamais vu à Bordeaux, ça marchera pas, quoi. Parce que le consommateur attend de Bordeaux encore un peu de tradition. Ok. Mais je suis convaincu qu'il y a quand même des choses à faire en innovation, dans des packaging un peu nouveaux, dans des styles de vin un peu nouveaux. Mais ça prend du temps. En fait, le changement prend beaucoup de temps en France, j'ai l'impression. C'est un marathon, quoi. C'est un peu une course de fond sur faire évoluer petit à petit ces marques. Ouais. Mais d'ailleurs, ça sert à rien d'innover pour innover. Le but, c'est de coller aux consommateurs. C'est sûr. Parce que, bien sûr, moi, j'avais des envies de créer des étiquettes farfelues, mais en fait, ça sert à rien si le consommateur, il s'en fiche, quoi. Mais au bout d'un moment, tu comprends que la consommation en France, elle évolue.
Mais il faut quand même, en tout cas à Bordeaux, Faut pas la brusquer, ouais, faut l'accompagner faut- gentiment. Exactement, c'est exactement ça. Ok. Et ça sera, je pense, très différent sur d'autres pays. Faire du marketing dans le vin à Bordeaux ou en Australie ou je sais pas au Chili, ça n'a rien à voir en fait. Tu vois. Ouais, c'est deux boulots presque qui seraient complètement Ouais, le différents. consommateur, en tout cas, voit les choses différemment. Donc, Tu peux te permettre certaines choses dans ces pays-là que Peut-être tu ne plus, te permettrais pas. Ouais. Ok. Écoute, on va gentiment quitter les vignes du Médoc pour revenir sur Bordeaux. On va terminer en fait ce bel échange avec. Tu vas nous parler un peu de ton Bordeaux puisque tu connais Ouais. bien. Si je devais te poser la question, demain tu dois déjeuner en ville avec un ami. Où est-ce que tu vas? Où est-ce que tu l'emmènes? en fait, je vais souvent au Chartron déjeuner. Il y a un restaurant que j'aime bien qui est le Mirabel, qui est justement entre tradition et innovation. Ouais. C'est une cuisine simple, l'équipe est sympa, il y a une grande terrasse, j'en demande pas beaucoup plus. Il y a peu de restaurants à Bordeaux, je suis en train de penser, avec une jolie terrasse ensoleillée, qui reste ensoleillée longtemps, tu vois, donc ça c'est un bon exemple. Ok. Si tu veux du soleil. Donc le Mirabel coche Ouais. bien la case. Quoi. Ouais, ça marche bien. Tu as un dîner maintenant avec ta femme vendredi soir. Où Ouais. est-ce que tu l'emmènes? Ça dépend si je veux fêter quelque chose de particulier ou pas. On est allé dans un restaurant très sympa chez Ressources, qui a une étoile depuis 6 mois, je crois, qui est rue Fondodège, à côté de chez nous. C'était vraiment très bien. J'ai pas fait énormément de restaurants étoilés, mais celui-là, pour le coup, Ça t'a marqué dans le bon sens, quoi. ça m'a vraiment marqué. C'était très positif, donc je le recommande si on a un truc à fêter. Ok. Sinon, plus simple, j'ai un copain qui a un restaurant qui s'appelle Chez Loulou, à côté de la place Saint-Pierre, qui est très, très bien si on cherche à manger traditionnel mais bien fait. Ouais. Et Cuisine puis- traditionnelle. ouais. Sinon, dans le quartier Saint-Pierre, il y a un resto qui s'appelle Kyokyo, qui est un peu influence italienne, qui est très sympa aussi. Qu'est-ce que je peux te citer d'autre à la Gigi, qui est place Saint-Michel pour le coup, où si t'es une équipe de 10 personnes, tu peux partager plein de tapas, boire des cocktails sympas, on y va aussi régulièrement. Ok. Hors resto, est-ce que t'as un coin un peu coup de cœur dans lequel t'aimes bien te rendre le week-end ou quand t'as un peu de temps là? Je vais te faire une réponse de vrai Bordelais. On aime bien en ce moment aller au parc bordelais, dans le sens où quand t'as un enfant en bas âge, on a une fille de 1 an, c'est un endroit parfait pour aller se promener. Tu croises régulièrement des copains, donc même si c'est pas programmé, ça te fait passer ton dimanche de façon sympa, tu vois. Et non, Elle a c'est pas l'âge agréable. encore pour t'embarquer dans le petit train électrique. Non, mais je pense que je vais pas y échapper dans quelques années, ouais, mais je serai peut-être Ok. aussi heureux qu'elle, mais on verra. Bon, on se retrouvera chez Guignol à ce C'est ça. moment-là, au parc bordelais. T'as des copains qui viennent te voir pour le week-end à Bordeaux. Où Ouais. est-ce que tu les amènes? Peut-être dans les restos que je t'ai cités. Et si vraiment ils connaissent pas Bordeaux, Tu as 48 heures, Jordan. 48 heures, on peut faire un tour du quartier Saint-Pierre, un peu historique, même si c'est un peu classique, un peu de Chartron aussi, il y a quelques rues sympas. Et puis on peut sortir aussi de Bordeaux, il y a le bassin quand même qui est plutôt sympa, pas très loin. On peut aller à Saint-Émilion aussi s'ils aiment bien le vin, tu vois, ça peut marcher. Ah, c'est vrai que pour la demi-journée ou la journée, ça se fait bien. Ouais, ça se fait Saint-Émilion, bien. Là, je te fais des réponses très classiques de Bah guide non, mais touristique, c'est en même temps, tu vois, pour des nouveaux arrivants ou pour non, ça peut, si ça Ouais. peut donner des idées, écoute. Et côté bassin, on est quelle préférence? Moi, j'aime bien les deux côtés. J'aime bien le côté Arcachon, la vieille ville d'Arcachon, c'est joli avec ses petites bâtisses, ses grosses bâtisses à l'ancienne, qui ont beaucoup de charme. Et puis le Ferré, comme tout Bordelais, je pense que tu peux pas dire que t'aimes pas. Je suis un peu Comme classique tout dans mes Bordelais réponses. qui se respecte. Ouais. Je n'ai pas de maison au Ferré, j'aimerais beaucoup, mais je crois qu'il faudrait un peu plus d'argent. Non, le Ferré, c'est quand même sympa. Si t'aimes les huîtres en plus, c'est un plus. Et si on doit aller un petit peu plus loin, si t'as 2 heures, 2 heures max, je vais te donner, t'éloigner de Bordeaux, où est-ce que tu pars en week-end avec ta femme et ta petite fille? Eh ben moi je suis très branché Pays Basque. Saint-Jean-de-Luz j'aime beaucoup. 2 heures tu pourrais aller à Toulouse aussi, mais je préfère aller dans le Pays Basque. Je trouve que c'est un peu plus dépaysant. T'as la proximité quand même de l'océan qui est sympa. Ouais. Il y a entre Bayonne, Biarritz, Saint-Jean-de-Luz, il y a quand même du choix. Et si tu pousses un peu, tu peux aussi aller à Saint-Sébastien. C'est un peu plus que 2 heures, mais en réalité c'est Ouais, ça se fait facilement. ça se fait facilement. Et pour le coup c'est assez dépaysant aussi, puisque t'es clairement en Espagne, sur une culture très différente. Ouais, Ok. on y va régulièrement. Eh ben merci pour ces belles recommandations et puis merci beaucoup pour ton temps, Jordan. Avec plaisir. On a appris plein de trucs là sur le Tant vin. mieux. Moi le premier, donc j'espère que ça aura été le cas pour tout le monde et tous ceux qui nous écoutent. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Jordan, et à une prochaine. À bientôt.